Madame, Monsieur, bonsoir. Le Conseil constitutionnel avec à sa tête le président Clément Atangana a rendu son verdict sur les recours introduits par le candidat du MRC, Maurice Kamto. Le Conseil, à l'unanimité de ses membres, rejette toutes les requêtes de Maurice Kamto, recevables sur la forme. Les 11 sages l'ont jugé irrecevable dans le fond. Pour l'heure, aucune réaction officielle de la part du MRC à propos de ces décisions-là. En ce moment, les débats portent sur les requêtes introduites par le candidat du SDF, Joshua Ossi. Évidemment, l'actualité depuis 48 heures s'articule autour des audiences qui se déroulent au Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux post-électoral. 18 recours au total qui mettent au devant de la scène 3 principaux candidats, Paul Biya du RDPC, Maurice Kamto du MRC, Joshua Ossi du SDF. Il n'en fallait pas plus pour captiver l'attention de l'opinion face à ce qui paraît désormais comme un point positif pour l'avancée démocratique camerounaise. C'est d'ailleurs à se demander ce que sont devenus les 5 autres candidats, sachant évidemment qu'Akere Mouna a fait coalition avec Maurice Kamto. Que sont donc devenus Garga Amanadi, Franklin Difford, Adamou Damdjoya, Serge Espoir Matomba et Cabral Libi, qui observent un certain mutisme depuis le début des audiences. Et pourtant, voilà environ 3 semaines que ces messieurs font l'objet de toutes les attentions. Entre meetings politiques, tractations de coulisses, attaques et contre-attaques à travers divers canaux dont les réseaux sociaux, la campagne électorale n'a pas été de tout repos. Elle a permis à bon nombre de dévoiler les maux dont souffre notre société. S'il y a un candidat qui a un peu plus que d'autres retenu l'attention de par son âge, sa capacité de mobilisation, sa technique de financement de sa campagne, son discours et surtout le dénigrement dont il a fait l'objet tout au long de cette phase et jusqu'à présent, c'est bien Cabral Libi. Coupable de n'avoir pas manœuvré pour la coalition de l'opposition, coupable de n'avoir pas respecté le délai de dépôt des requêtes, coupable d'avoir pactisé avec le RDPC pour la victoire de Paul Biya, Cabral Libi va répondre de ces faits ce soir et sans nul doute nous faire partager certains grands moments de cette élection, de cette campagne-là. Il va sans dire que nous envisagerons également la suite des événements, son avenir politique à lui entre députation municipale, la perspective ou alors les perspectives pour le Cameroun de demain. Sait-on jamais Cabral, un Cameroun sans un Cabral Libi président. Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Tongo. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais d'entame vous suggérer de vous mettre à jour. Je vous aurais concédé d'employer les termes présumés coupables. Mais ça, cette concession, je vous l'aurais faite avant l'élection ou avant la campagne électorale. Parce que je crois que la campagne m'a innocenté de tous ces griefs. Le jugement a été prononcé par le peuple camerounais. Et ce peuple, par la sympathie dont il a fait montre à mon égard, par la mobilisation dont il a fait montre lors de mes meetings, par la participation en ma faveur au jour du scrutin, a battu complètement en brèche toutes ces accusations que mes adversaires politiques, c'est de bonne guerre, avaient fomentées contre moi. Je ne suis donc coupable de rien, en tout cas pas coupable de tout ce que vous évoquez, parce que les faits m'ont donné raison. Alors, et j'insiste, et que cela soit entendu une fois pour toutes. Il y a un peu plus d'1 an, lorsque j'appelais mes compatriotes à s'inscrire massivement sur les listes électorales, j'ai été raillé, j'ai été insulté, j'ai été accusé de distraire les voix de l'opposition. On m'a traité de pion du régime. J'ai même été copieusement insulté par des personnalités politiques. En tout cas, des gens qui ont une certaine réputation dans le champ politique, se revendiquant d'une appartenance à plusieurs partis d'opposition. Il y en a qui sont devenus transhumants entre-temps, avec fortune ou infortune, ça les regarde. Aujourd'hui, je croise
des milliers de Camerounais, en tout cas j'en ai croisé, qui me disaient, nous regrettons avoir écouté ceux qui vous ont collé toutes sortes de sottises. Nous aurions dû faire ce que vous nous disiez. Et je leur répondais, c'est ça le jeu politique, c'est ça l'évolution politique. Parfois il faut du temps pour que ça percute dans les consciences. Il faut du temps pour qu'il y ait une mue ou une mutation dans les mentalités. Je me réjouis que certains éprouvent ce regret. Ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui dans la disposition mentale de s'inscrire véritablement dans le jeu démocratique. Le crédit est revenu. En tout cas, en ce qui concerne certains hommes politiques, j'ai la prétention d'en faire modestement partie. Ça, c'est une chose. Vous avez parlé de la coalition tout à l'heure. On va y revenir. Non, mais vous avez parlé de culpabilité, on va y revenir, ça c'est sûr. Lorsque j'ai déclaré sur certains médias, sur les plateaux de certains médias, dont certains sont internationaux, TV5, bon, encore que je me demande toujours ce que c'est qu'un média international. S'il est vu dans plusieurs pays, alors STV en est un. J'avais dit, pour 2018, le plus difficile ne sera pas la victoire de l'opposition. Je l'avais dit. Je l'ai dit à RFI, je l'ai dit à TV5, je l'ai dit ici même, dans ce studio, en tout cas, peut-être pas dans ce décorsi. J'avais dit que le plus difficile serait de prouver, le plus difficile pour l'opposition allait être de prouver qu'elle a gagné. J'ai proposé tout ce que j'aurais pu proposer. J'avais proposé les primaires de l'opposition. Ça a été raillé, balayé du revers par des démonstrations prétendument plus intelligentes. Aujourd'hui, j'entends dire que j'avais raison. J'ai proposé lorsque les listes des candidats investis, des candidats sélectionnés par l'ECAM, ont été rendues publiques. J'avais proposé que les 8 candidats de l'opposition, dès le jour où l'ECAM a sorti la liste, que ces candidats se retrouvassent, pour rester dans la concordance, et qu'ils établissent un critérium objectif au travers duquel l'un d'entre eux serait dégagé pour être ici à la tête de la coalition. Ça a été balayé du revers. Ça a été raillé. Aujourd'hui, j'entends dire que j'avais raison. Je l'avais dit. Ça se joue au jour du scrutin. Moi, je l'avais avoué. J'étais le moins nanti de tous, peut-être. Et d'ailleurs, c'était encore l'objet de beaucoup de railleries. J'avais dit que je n'avais pas les moyens de sécuriser. Mais je sais qu'il y avait des candidats qui avaient ces moyens, qui avaient même au-delà des moyens requis. Nous aurions pu, en mobilisant toutes les forces de l'opposition, au-delà des partis politiques ou des candidats concourant à l'élection, nous aurions pu faire appel à tous les autres dans une plateforme pour sécuriser le vote. Parce que c'était historique. Nous étions 9 seulement. C'est historique. Et je l'avais démontré depuis 1992. Les 3 premiers ont toujours remporté plus de 90% des voix. Je l'avais dit sur tous les plateaux. 92, Paul Biya, John Frundi, Bello Bouba, je crois. 97, Paul Biya, Hokbelen, Samuel Eboa. 2004, Paul Biya, Frundi, Ndamjoya. 2011, Paul Biya, Frundi, Garga Aman Adji. 2018, on attend les résultats. Mais nous allons probablement vers le même schéma, où les 3 premiers remportent plus de 92% des suffrages exprimés. Cela veut dire que nonobstant la pluralité de candidatures, l'électeur camerounais est toujours resté rationnel. Donc, la clé n'était pas tant la candidature unique, c'était la mutualisation des forces pour protéger le suffrage. Ça a été balayé du revers. Je n'ai pas été entendu. Ce n'est pas grave. Donc, vous ne pouvez pas continuer à me tenir coupable. Comme on dit prosaïquement, jusqu'ici, j'étais peut-être le moins cher. Désormais, c'est terminé. Je ne tolérerai plus que cela soit dit. Parce qu'on ne peut pas avoir raison tout le temps.
et être toujours celui qu'on accuse de tout. Les vrais pions, aujourd'hui, on les connaît. Les vrais aventuriers, aujourd'hui, on les connaît. Les porteurs de distraction dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans le champ politique, on les connaît. Je crois que le peuple camerounais n'est plus dupe. Et il me l'a démontré en m'apportant son soutien. Non seulement pendant les campagnes, moi qui n'avais pas d'affiche, moi qui n'avais pas de compte bancaire fourni, moi qui n'avais pas tout ce que vous voulez, de jet privé ou que sais-je encore. Moi, autour de qui il n'y avait pas toutes les reliques de la République. Non. Ce peuple m'a témoigné son soutien, sa sympathie, son accompagnement. Parce qu'enfin, il avait compris. Et je ne vous autoriserai donc pas, en entame d'une émission, de faire offense à ce peuple, en continuant à culpabiliser celui que lui, le peuple, a disculpé. Et vous comprendrez que l'autre enjeu de l'émission, justement, c'est d'en faire la démonstration. Jusqu'avant l'élection, vous le dites, vous l'aviez dit, vous avez été traité de tous les mots que j'ai repris. D'ailleurs, ils ne sont pas miens. Mais depuis le scrutin, la seule déclaration forte et officielle que vous avez faite, c'était pour donner des indications sur les probables résultats. Donc maintenant que vous vous offusquez, que vous refusez tous, que les uns et les autres vous prêtent, vous aurez l'occasion en 90 minutes d'en faire la démonstration. Mais j'avoue que vous avez relativement changé le schéma de l'émission. Je veux dire qu'on aurait pu commencer par les assises du Conseil constitutionnel, mais puisqu'on parle de la coalition. Cabral Libye, vous avez fait des propositions, vous le dites, et je l'ai relativement dit. Aujourd'hui, sans être l'heure du bilan, les Camerounais veulent quand même savoir ce qui s'est réellement passé. Qui sont ceux qui se sont assis? À la limite, quand, à quelle heure, où, comment, quels étaient les éléments de discussion sur la table pour la coalition? Quels sont les éléments de rapprochement qui ont peut-être mis les uns et les autres d'accord? Qui étaient les acteurs? Qui étaient les intervenants? Qui étaient les intermédiaires? Et surtout, qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qui fait que ce soit coalition ou mutualisation des forces, qu'est-ce qui a fait qu'au soir du 6, à la fermeture de la campagne électorale, il n'y a qu'un seul candidat qui ait dit « je me retire au profit d'un autre », Akérémona. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas eu possibilité de construire un terrain de mutualisation. Les discussions ayant présidé ou ayant accompagné l'intention largement partagée de coalition, et je crois qu'il n'y a pas un seul acteur sérieux de l'opposition, il n'y a pas un seul candidat à cette élection présidentielle qui n'était convaincu de ce que la coalition allait accroître les chances de victoire de l'opposition. J'insiste là-dessus. L'accroissement de chances de victoire. Donc, vous étiez 8 d'accord dès le départ pour une mutualisation, une coalition des forces? Moi, je vais vous le dire. D'accord. Je ne prétends pas avoir discuté avec tous les candidats. Ok. Mais il y a longtemps que je discute avec une bonne partie de candidats. Joshua aussi, Akérémona... Joshua Ishi et moi-même avons des relations amicales, humaines, qui précèdent l'élection. D'ailleurs, certains se sont étonnés de me voir ce matin même au Conseil constitutionnel, alors que moi, mon dossier, on va y revenir tout à l'heure, a été balayé dès le début. Bon, il y a au moins deux choses qui nous rassemblent. Je vous l'ai dit, d'abord, nous avons des relations humaines qui précèdent l'élection, et de deux, nous étions les deux à demander une annulation totale. Et troisième élément, la crise anglophone. Pour avoir échangé avec lui, je savais qu'une emphase allait être marquée sur cette question qui, moi, me préoccupe, et vous le savez, depuis le début. On va peut-être y revenir. D'accord. Joshua aussi fait partie de ceux avec qui vous avez discuté. Qui d'autre? J'ai discuté avec lui. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, puisqu'on n'y va pas à part. Je vais même vous étonner. Voilà. Je vais même vous étonner. Aujourd'hui, je peux le dire. D'accord. Monsieur Matomba. Serge Espoir. Serge Espoir Matomba. Candidat du PERS. Nous ne nous sommes pas parlé. En tout cas, longuement. On s'est parlé une fois. Et nos agendas étaient compliqués. Il allait au nord. Moi, j'allais autre part.
dans notre rendez-vous, qui avait d'ailleurs été arrangé par M. Hilaire Zipan, qui est un acteur qui a beaucoup œuvré. Hein. Il faut le lui reconnaître. Hilaire Zipan, conseil du municipal de la MP. première du MP. Il a beaucoup travaillé sur cette question. Vraiment, il faut lui rendre hommage pour cela. Il a épuisé tout ce qu'il pouvait pour mettre les uns et les autres ensemble. Mais je peux vous dire que la première fois que j'ai rencontré M. Serge Espoir Matomba, c'était il y a un an, un peu plus d'un an, lorsque je lançais l'opération 11 millions de citoyens. Aujourd'hui, je peux en parler. Et je lui avais fait une proposition à l'époque, très simple. Lorsque nous nous sommes vus, c'était dans cette ville de Douala. Je lui avais dit, en ces termes-ci, nous sommes tous les deux du même âge, probablement. Nous sommes jeunes. Vous, M. Matomba, vous avez de l'argent. Du moins, c'est l'impression que j'ai quand je regarde votre déploiement. Moi, je n'en ai pas, mais j'ai un nom. Je suggère que nous nous lancions dans les inscriptions. Allons sensibiliser les Camerounais, nos congénères, afin qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Nous sommes d'ailleurs tombés d'accord sur une démarche commune par une tournée qui devait commencer par l'Est. Bon, le lendemain, il a changé d'avis, ce qui est tout à fait son droit. La nuit porte conseil, diriez-vous? Voilà, la nuit lui a porté conseil, il a changé d'avis. Il ne m'en a même pas fait part directement, mais bon, il a fait part à un de mes collaborateurs qui est Armand Okol, qui m'a donc informé de ce qu'il avait changé d'avis et qu'il avait d'autres conditionnalités qui, moi, ne me convenaient pas. Je trouvais ces conditionnalités hâtives. Si je m'en tiens à ce que mon collaborateur m'avait dit à l'époque, maintenant, c'est des choses dont je peux parler. Oui, allons-y, c'est d'ailleurs l'objet de... il m'avait dit à l'époque que M. Matomba était craintif. Il avait entendu trop de choses me concernant. Comme quoi j'avais été traître de ci, traître de ça, j'étais probablement pion de ci ou de ça, et que lui, il craignait que tout cela soit vrai et que je le trahisse, une fois de plus. Et il demandait donc qu'un certain nombre de conditionnalités soient remplies au préalable, notamment que je dis très vite, il y a un peu plus d'un an, que je m'alignerais derrière lui pour l'élection présidentielle. Je dis bien, c'est ce que mon collaborateur m'avait dit. Bon, j'avais estimé que tout cela était hâtif. Et je m'étais donc dit, je vais lui donner le temps de se faire une idée précise de ma personne, si tout ce qu'on dit de moi est vrai ou pas. On ne s'est plus parlé par la suite. Bon. J'ai regretté que certains de ses proches dans ses équipes aient pris à leur compte tout ce qui se disait de moi et aient même coalisé carrément avec ceux qui disaient un certain nombre de sottises sur ma personne. Je l'ai regretté. Mais je crois que par la suite, il a dû se faire lui-même une idée. Donc j'attendais donc qu'une fois qu'il se serait fait cette idée, qu'il me refasse signe. Bon, ce qui n'a pas été le cas. Comme moi, je suis constant et cohérent, nous en sommes restés là. Monsieur Garga Aman Hadji, c'est un père pour moi. Je peux le dire ici. Parce que c'est l'une des rares personnes qui ait pris son téléphone, vous voyez l'écart d'âge, qui m'a appelé, m'a invité chez lui pour me donner des conseils. Pour me dire, écoute mon fils, je vois que tu es dans le champ politique, tu te démarques, voici les écueils, voici les pièges, voici les préconisations que je te fais. On n'est pas toujours tombé d'accord sur tout, mais c'est l'occasion pour moi de le remercier encore pour tous les conseils qu'il m'a donnés. Et je connais sa position vis-à-vis des questions de coalition. Vous savez, les anciens, eu égard à leur expérience et à la connaissance des acteurs et du champ politique, excusez-moi, ont leur idée, se font leur idée de cette affaire de coalition. Je pourrais, et quand je le remercie, je dois remercier une fois de plus encore M. Sambaka, qui est le vice-président de l'UDC. Absolument. Je l'ai toujours dit. C'est l'un des rares anciens, si ce n'est le seul, vraiment, qui, au moment où j'avais lancé 11 millions, m'a appelé et qui m'a rassuré de sa disponibilité, ce qui est resté le cas jusqu'aujourd'hui, pour tout conseil, tout accompagnement, au point même que vous ne soupçonnez pas jusqu'où. Je l'ai dit quelque part et je peux le redire aujourd'hui. Le prix que j'ai reçu en 2017 du meilleur booster de la démocratie en Belgique, c'est lui qui a déclenché ce processus depuis le Cameroun et qui a saisi cet organisme en leur disant « Mais est-ce que vous vous intéressez véritablement
à ce qui se passe au Cameroun. Et c'est lorsque cet organisme a commencé à s'intéresser véritablement que j'ai reçu ce prix. Je pourrais vous parler encore de M. Ndamdjoya, justement, que je connais depuis fort longtemps. J'ai participé aux réunions, j'oublie le nom exact, mais il organisait des instances à Yaoundé de formation, d'imprégnation idéologique et autres. J'y ai longuement participé, il est pour moi comme un père. Je connais sa position. Lui ayant été victime, d'ailleurs un peu, de ce que je crois avoir subi, donc, il m'avait mis en garde sur un certain nombre de choses. Donc, M. Akeremouna, je l'ai rencontré. Il m'a donné sa position sur la coalition. M. Maurice Kamto, nous nous sommes rencontrés 2 fois. Et la première fois, c'était à son domicile. Et la deuxième fois, à ce qui nous fait office de bureau, de permanence, à 11 millions de citoyens, c'est à l'avenue Kennedy. Lorsque nous nous sommes vus pour la première fois, nous sommes évidemment tombés d'accord que la coalition était quelque chose de déterminant. Et nous sommes tombés d'accord qu'il fallait se donner le temps pour dégager éventuellement une candidature unique. Mais ce sur quoi il fallait urgemment travailler, c'était la mise en place d'équipes mixtes pour travailler à la sécurisation du vote. Ça date sensiblement de quelle période avant le scrutin? Alors, difficile de vous dire, mais en ce moment-là, les listes sont déjà sorties. D'accord. Je ne suis pas très champion. Ben, j'imagine champion. Les listes sont déjà sorties. Et c'est allé très vite. Nous avons échangé longuement, vous savez. Vous savez, au-delà de ce qui se dit dans les réseaux sociaux, de ce que vous lisez ici ou là, souvent les rapports entre les acteurs eux-mêmes sont à des années-lumière de l'impression que les partisans peuvent donner, pour des raisons d'ailleurs que j'ignore dans les réseaux sociaux. Et nous avons convenu à la première rencontre de mettre en place cette équipe mixte. Nous avons même désigné chacun un point focal pour travailler à un protocole d'accord. Un protocole d'accord a été fait. Lorsque nous nous sommes retrouvés la deuxième fois pour la validation de ce protocole d'accord, par rapport à ce qu'on s'était dit au début, bon, de nouveaux éléments sont rentrés en compte. Et ce sont ces nouveaux éléments qui ont postposé la validation de ce protocole d'accord. Et nous continuons à échanger jusqu'à l'élection, de façon tout à fait cordiale. Parce que nous n'avons pas pu nous entendre sur ces nouveaux éléments. Pour pousser un peu plus loin dans le fond, quels sont les éléments de discussion dès le départ? Quels sont les nouveaux éléments qui entrent en jeu, comme vous le dites? Les nouveaux éléments, j'ai envie de vous dire que c'est un peu comme avec M. Matomba. C'est que je crois que souvent les acteurs sont très influencés par ce qui se dit ici ou là. Donc, il y a des conditions préalables qui sont revenues, qui devaient conditionner la validation de la plateforme de la mutualisation pour la sécurisation du vote. Et moi, comme je suis toujours allergique aux nouveaux éléments qui rentrent en compte quand cela n'était pas prévu. Jusque-là, vous n'en parlez pas. Je me donne des... Oui, en fait, je vous dis, vous savez, je ne crois pas que ce soit absolument nécessaire. Nous sommes dans chacun tire les leçons de cette belle aventure. 2 éléments, juste. Chacun tire les leçons. Pour comprendre l'ampleur du désamour, du désaccord. Moi, ce que je peux vous dire, globalement, c'est qu'aux yeux des aînés, il n'y a jamais eu sur moi un regard, prise de conscience, un regard présidentiel. Voilà. C'est-à-dire que quand on ne me voyait pas comme l'étudiant, on me voyait comme l'inexpérimenté. Celui qui vient animer la galerie. Celui qui anime la galerie, celui qui ne sait même pas exactement ce qu'il veut. Et peut-être aussi celui qui est envoyé par le RDPC pour jouer le trouble. Ou alors celui qui est envoyé par le RDPC pour jouer les troubles faits. Mais derrière tout ça, je dis quel gâchis.
Je ne suis pas prétentieux par nature. Mais je crois que Dieu, parce que pour moi, Dieu est prépondérant en politique. Ce qui a manqué à un certain nombre d'acteurs, c'était la lucidité pour voir la grâce que Dieu avait posée sur ma modeste personne. J'étais une opportunité. Je le dis aujourd'hui. J'étais même, peut-être finalement, la grande opportunité de 2018. Mais oui, allez-y. Mais je le demeure d'ailleurs. Je le demeure. Parce que la non prise en compte de cet élément a finalement ajourné un certain nombre de choses. Mais bon, vous dites ajourné, ainsi va la politique. Donc pour 2025. Ainsi va la politique. Ce n'est pas ce que je dis. Je vais vous étonner, M. Dipita Tongo. 2018 vous réserve encore des surprises. Je suis étonné par ce que je lis ici ou là. 2018 nous réserve d'énormes surprises. On va encore en parler tout à l'heure. Il y en a qui croient que c'est terminé. D'ailleurs, les manœuvriers de la fraude ont échelonné. C'est la bonne vieille stratégie. On bourre les urnes, on fabrique des résultats, on fait de vous des bêtes de foire devant une instance judiciaire, ainsi de suite. Revenons sur les tractations. Je veux dire, quand je vous entends parler, vous donnez l'impression que, et vous le dites d'ailleurs un peu, vous êtes l'opportunité, vous êtes le messie, et peut-être que vous ne vous êtes pas assez bien fait comprendre par les autres. Mais je veux dire que si vous êtes 8 au départ, et que 2, 3 commencent à se poser des questions assez pertinentes au point de se retracter, vous ne vous dites pas que vous êtes peut-être vous le problème. Est-ce que Cabral ne s'est pas dit, OK, j'ai essayé de faire une coalition, une mutualisation des forces, il me revient de céder sur les points que les autres demandent, pour lesquels ils souhaitent que je devrais céder. Vous ne voulez pas dire en d'autres termes, est-ce que vous n'avez pas mis votre ego au même niveau que l'ego des autres? Ce qui serait tout à fait normal. Il me semble que chacun devait payer 30 millions. Certainement. Ce qui a été le cas. Et les exigences pour être candidat à l'élection présidentielle placent l'ego. Je n'ai pas envie de revenir sur quelqu'un qui sur ce plateau, ou un autre d'ailleurs un peu habillé comme moi, M. Gaga Amanadji, qui avait rappelé qu'ego ne se met pas au pluriel. C'était assurément ici. Mais j'ai envie de vous dire que c'est ça le nœud du problème. Monsieur Dipita Tongo, moi je suis d'une génération proche de la vôtre. Je crois d'ailleurs que nous sommes de la même génération. Je suis votre aîné, je tiens à le dire. Je dis bien nous sommes de la même génération. Et nous souffrons de quelque chose de grave. C'est que parce que vous êtes le cadet, parce que vous êtes né après les autres, vous êtes disqualifié pour un certain nombre de choses. Et par des personnes qui, elles, à votre âge, n'ont pas souffert de cela. C'est ce que j'appelle le complot contre la jeunesse. Je n'ai eu de cesse de le rappeler. Je ne veux pas construire une société où les vieux s'opposent aux jeunes, où les jeunes s'opposent aux vieux. Je me bats pour une société juste, qui tienne compte du talent des uns et des autres. Tout le monde se souvient du lendemain des indépendances. Lorsque des personnes qui n'avaient pas nos âges faisaient irruption avec leur intrépidité, leur opiniâtreté, leur intelligence dans les édifices publics, dans les responsabilités publiques, c'était très beau à voir. Lorsque les anciens vous décrivent cette époque, vous avez des yeux qui brillent. Il avait 23 ans, il était ministre. Il avait 35 ans, il était cela. Il avait 36 ans, il était président. Il avait 49 ans, il devenait président. Oui. Mais ces mêmes personnes qui, en ce moment-là, prennent la charge d'un pays qui est totalement exsangue. Il n'y a rien du tout. Ils ont pris ce pays en main. Ce pays est né entre leurs frêles mains. Le président Ahidjo n'avait que 36 ans. De 2 ans, mon cadet, lorsqu'il prend la direction de ce pays, il naît entre ses mains. 50 ans plus tard, des personnes qui ont été là depuis la période de l'autonomie interne vous disent que vous devez attendre, juste parce que vous êtes né 20 ans ou 30 ans après eux, et que vous devez être patient jusqu'à leur mort. Si seulement cela était assis sur une soutenabilité de patience, je le leur concéderais volontiers. C'est-à-dire en termes simples, si au moins le pays était prospère,
si les jeunes, en attendant d'aspirer à la présidence, trouvaient des emplois, si les Camerounais, en attendant d'aspirer à telle responsabilité, avaient au moins accès au financement, vivaient dans un environnement où il est permis d'espérer, étaient dans une société où l'horizon n'est pas obscurci, mais vous êtes asphyxié, vous étouffez, vous êtes à la peine, vous êtes sans perspective, vous ne voyez rien poindre à l'horizon et on vous demande, alors que 50 ans plus tard, ils prétendent qu'à nos âges, ils étaient plus intelligents, plus déterminés, plus volontaires que non. Alors il y a une chose que je n'autorise pas et que je n'autoriserai jamais, c'est le mépris vis-à-vis soit de ma jeunesse, soit de mon intelligence, soit de ma volonté, soit de ma détermination. Et dès que j'ai senti cela, chez un quelconque de ces aînés avec lesquels je discutais, je ne trouvais plus la peine de continuer à discuter. Non, je n'ai pas cité Maurice Kamto en particulier. C'est qui cet aîné? Je n'ai pas besoin de revenir sur ces questions-là. Chacun se reconnaît. Parce que c'est l'occasion de corriger un certain nombre de choses. Voilà. Alors, je reviens justement sur ces égos qui finalement étaient, vous le dites, pratiquement des valgaleurs, à juste titre. Mais je veux dire que si tant il est vrai que pour chacun de vous, l'intérêt premier pour, comme vous le dites assez souvent, libérer le peuple, redonner une autre vision pour le Cameroun, un autre espoir pour la jeunesse, et que vous l'ayez perçu dans cette dimension, et que vous ayez apprécié qu'en face, il y a un ego, est-ce qu'à ce moment, Cabral ne se serait pas dit, d'autant plus que vous dites, vous étiez certainement à la chance de cette éventuelle coalition mutualisation, vous n'auriez pas pu vous dire, ok, pour ce sacrifice, pour libérer le peuple, moi je préfère faire plus de concessions que les autres et à la limite taire mes conditionnalités ou mes conditions pour cette coalition-là et céder à ce que les autres proposent. Je veux dire que Cabral n'aurait pas accepté de jouer le second rôle dans une forme d'alliance. Mais ça veut dire que vous ne m'avez pas suivi. Alors, parfaitement, c'est pour ça que je rebondis. Non, peut-être avant, je veux dire. Sur ce plateau, et à vous, et à un de vos collègues, je l'avais dit, j'ai été le premier des candidats à dire que j'étais prêt à renoncer à la candidature, à la faveur d'un autre. Et vous avez ajouté, oui. Mais sur la base de critères objectifs de choix de l'un d'entre nous. Ce que j'appelle critères non objectifs, c'est qu'on vous dise tout de go, à l'entame d'une discussion, M. Dipita, qu'on vous rappelle que vous n'avez que 38 ans et que vous n'avez pas encore construit de maison et que vous n'avez pas de compte bancaire et que vous avez tout le temps. C'est pour ça que j'avais dit, mais est-ce moi le problème? Si je suis pour la première fois candidat à l'élection présidentielle à 38 ans avec des concurrents qui eux aussi sont pour la première fois candidats mais avec le double de mon âge, ce n'est pas moi la cause. Chacun fait ses choix. Il y en a qui, lorsqu'ils avaient mon âge, ont choisi d'autres voies. Donc, pour faire simple... Ils ont choisi, attendez, de construire peut-être leur vie d'abord, de se construire des maisons, de se marier, de faire des enfants, de les élever, de les envoyer pour certains au Canada, aux États-Unis, ou je ne sais pas trop quoi, et puis d'achever une belle carrière en faisant semblant, à Miami. Et puis au moment où on prend la retraite, on se dit, bon, maintenant j'ai ma maison, ma famille est à l'abri, je me lance en politique. C'est un choix. Moi, je décide d'escamoter tout ça et de me lancer dans des conditions extricables, difficiles. Inextricables, je devrais dire. Difficiles. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, beaucoup me l'ont dit. Mais tu mets en péril ta vie, ta carrière, tout ce que tu as fait, sous réserve de ce que je ne sois pas un pion ou que je sois un pion. En fait, j'aime toujours revenir pour ironiser sur ces sottises. Donc, chacun fait ses choix. Et moi, je ne peux pas être disqualifié parce que je fais mes choix. Sinon, je pourrais effectivement disqualifier les autres parce qu'ils ont attendu longtemps, parce qu'ils ont attendu d'aller en retraite, parce qu'ils ont attendu d'être amis pendant longtemps, de se faire la malle et puis de partir. Donc vous étiez prêt à faire des sacrifices, mais pas je l'ai dit. Pas tous les sacrifices. Si, en discussion ou en négociation avec moi, vous commencez par me rappeler que j'ai du temps, je vous dis vous n'êtes pas Dieu. Je ne sais pas comment vous avez fait pour aller dans l'avenir, voir que j'avais du temps, pour revenir me le dire. Non. On ne peut pas discuter avec un partenaire comme cela.
On ne peut pas discuter avec un acteur politique. Cela renseigne de la condescendance et du mépris. Et c'est ce que je n'accepte pas, ni vis-à-vis de moi, ni vis-à-vis d'autres jeunes, ni vis-à-vis d'autres compatriotes qui sont disqualifiés parce qu'ils sont des cadets sociaux. Je ne l'accepte pas. Et comment réagit votre vis-à-vis quand vous lui avez dit? Ben, il y en a qui le prennent comme ils veulent. Et puis c'est toujours facile de dire après, c'est un pion. S'il n'accepte pas, c'est un pion. Alors, tout au long... Non, mais ça c'est le premier piège dans lequel vous tombez. Le deuxième piège, c'est celui selon lequel il suffit de faire une coalition pour gagner. Je l'ai encore dit à l'époque. Je l'avais dit. D'abord, vous n'êtes pas certain que vous puissiez avoir une coalition avec les 8 de l'opposition. Donc on allait certainement vers des coalitions à 2, à 3 ou à 4. Donc on allait toujours vers un schéma de 3, voire 4 ou 5 candidatures. Et c'est en ce moment que j'avais dit qu'il faut faire attention. Il ne suffit pas de faire des coalitions d'affichage. Il faut se donner les moyens de surveiller le vote. Moi, je peux vous dire, M. Dipita Tonga, aussi banal que cela puisse paraître, le vote, aujourd'hui, j'en ai l'expérience. Ça se joue le jour du vote. C'est le jour du vote qu'on fraude. C'est le jour du vote qu'on bourre les urnes. C'est le jour du vote qu'on fabrique de faux PV. Vous avez suivi le professeur Nkumvondo, qui vous dit que dans son village, sa propre mère lui dit avoir voté pour moi. Son frère lui dit avoir voté pour moi. Dans la liste électorale, il y avait au moins 2 personnes aux obsèques de qui il a été, puisque c'était ses cousins du village. Mais c'est quand même 100%. Souvent, pour fabriquer ce PV, on chassait le représentant. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si, au soir du 7 octobre, ou au lendemain du 7 octobre, ou 24 heures, ou 48 heures, 72 heures, un des candidats à cette élection pouvait poser ici dans votre studio 20 000 PV sur les 23 000 ou 25 000, parce qu'il faut rappeler que nous sommes dans une élection, où nous sortons d'une élection, où on ne sait pas combien de bureaux de vote il y avait exactement, ni combien d'inscrits il y avait exactement. J'ai entendu dire à l'accord au Conseil constitutionnel lors des débats qu'il y a eu 25 993 ou 98, je crois bien. Il a fallu attendre donc le contentieux électoral pour avoir le chiffre définitif venant de l'organe qui en est habilité. OK. Si sur les 25 993 que vous avez suivis, un des candidats pouvait mettre à la disposition de la presse que vous êtes 20 000 PV authentiques sortis des bureaux de vote, livrés par des personnes formées qui ont, par leur courage, bloqué telle ou telle malversation. Je vous dis qu'on parlerait d'autre chose. Alors là, cela a été négligé. Et quand cela a été négligé, ne venez pas perdre du temps à accuser un tel ou un tel autre. Lorsque vous avez de l'argent, mettez-le au service de ce qui est efficace. Alors, pas que tout ce qui a été fait n'était pas important, mais je crains qu'on ait négligé cela. Et d'ailleurs, c'est même en réalité pour l'opposition, je l'avais dit avant, on ne le dit pas suffisamment. En fait, tout le monde veut le changement, on peut biaiser comme on veut. Mais moi, je vous le dis encore, si nous prétendons pouvoir gagner une élection contre un président sortant et que nous sommes incapables, même chacun, mais nous tous mis ensemble, de mobiliser 25 000 personnes sérieuses pour surveiller le vote, on n'est pas prêt. Alors, pendant les tractations pour une coalition, votre adversaire politique a-t-il pu influencer les avis des uns et des autres? A-t-il d'une façon ou d'une autre, vous avez eu l'impression qu'il s'est retrouvé dans le débat, même de façon... Qui donc? Votre adversaire politique, le RDPC, le candidat du RDPC, Paul Biya, à travers ses émissaires. Parce qu'évidemment, il s'est dit que l'enjeu, c'était évidemment que le RDPC ne se retrouve pas en face d'une coalition, une mutualisation des forces. Est-ce que vous avez eu l'impression à un moment donné qu'il s'est déployé, peut-être à travers d'autres candidats, puisque les uns et les autres sont soupçonnés d'avoir partisé? Je vais vous dire, puisque vous me donnez là l'occasion de parler
du principal adversaire. Par nature, lorsque je n'atteins pas mes objectifs, je m'intéresse d'abord à moi-même. Je fais mon autocritique, je me remets en cause et je décèle, avant d'accuser l'autre, je veux d'abord m'assurer de ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc je prends d'abord le temps de mettre en relief mes propres insuffisances. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'entame de votre émission, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Mais tout ce que je dis de moi-même, de l'opposition, n'enlève rien à tout ce que nous avons fait. Et c'est là où mon ton monte d'un cran. Parce que le contexte électoral camerounais est extrêmement difficile. Et c'est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui s'y essayent. Il faut être très courageux, très opiniâtre, très déterminé pour y aller. C'est un contexte extrêmement difficile. Tout est, peut-être tout, c'est un adverbe inclusif, mais l'essentiel est verrouillé. Mon principal adversaire était le RDPC. Et ce qu'ils ont fait cette année, c'est ce que j'appelle la forfaiture de trop. Et c'est ça qui expose ce pays à un délabrement subit à tout moment. C'est pour ça que je vous dis, 2018 n'a pas livré tous ses secrets. Parce que, M. Dipita Tongo, s'il y a une chose que l'opposition, nonobstant ses insuffisances, a réussi cette année-ci, c'est à redonner de l'envie aux Camerounais. C'est ce regain d'attrait vis-à-vis de la chose politique. Et en cela, il faut féliciter tous les acteurs de l'opposition, en tout cas ceux qui se sont lancés dans cette bataille démocratique. Parce que c'est la somme de nos efforts qui a produit ce résultat. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une campagne aussi palpitante, aussi attrayante. Aujourd'hui encore, je voudrais saluer, lorsque j'étais à l'aéroport pour venir ici, j'ai rencontré un compatriote. Je rappelle que vous êtes parti de Yaoundé. Oui. Et justement, vous avez passé la journée. Parfait, c'était son prénom. On s'est croisés au check-in. Il m'a dit, Monsieur Cabral, pour nous, vous avez gagné. Quel que soit ce qui sortira du Conseil constitutionnel. Et Dieu merci, c'est ce sentiment qui est aujourd'hui partagé largement par les Camerounais que je croise. Pourquoi ils me disent, nous avons gagné? Parce que c'est la victoire du peuple. Pour une fois, le peuple s'est impliqué avec joie, avec enthousiasme. Je ne m'éloigne pas, parce que je viens donc au RDPC pour mettre en relief la criminalité qui caractérise ce groupe-là. Mais encore que, mélanger le RDPC, parce que quand vous dites le RDPC, il faut faire attention. C'est un groupe d'individus. Parce qu'on a parfois tort de confondre le RDPC, parti politique, ceux qui y sont et qui ont le droit d'y être, avec le groupuscule d'individus qui veut absolument mettre ce pays à feu et à sang. Lorsque, lors d'une élection comme celle-ci, vous voyez ce peuple qui se lève, qui s'inscrit, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, on ne sait pas combien de Camerounais étaient inscrits. J'ai croisé des centaines pour la ville de Yaoundé où j'ai sillonné. Des centaines de jeunes Camerounais munis de leur récépissé, de leur carte d'électeur, et qui ne pouvaient pas voter. Tout cela a été prémédité. Il y en a qui ont bravé toute cette adversité, qui ont voté. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de leur voler leur victoire. Moi, je le dis, je suis constant. C'est l'opposition qui a gagné. C'est le peuple qui a gagné. Mais ils ont décidé de ridiculiser, d'humilier, de pousser ce peuple à bout. Moi, je reste convaincu aujourd'hui qu'il y a une poignée de vampires qui dirigent le Cameroun et qui veulent absolument se nourrir de sang, soit pour se régénérer, soit pour préparer leur entrée en enfer, j'en sais rien. Mais tout concourt à cela. Parce que ce qui s'est passé cette année, je n'ai pas forcément une bonne maîtrise de ce qui s'est passé avant. Mais c'est extraordinairement maléfique. Et souvent, je m'interroge sur l'état d'esprit de celui qui est à la tête de tout ça. Mais, Cabral, vous savez, M. Dipita, laissez-moi. Vous donnez l'impression d'envoyer des phrases, des mots comme ça. Je vous ai posé une question simple. Le RDPC, d'une façon ou d'une autre, a-t-il joué un rôle dans l'échec de la coalition ou de mutualisation des forces? Avez-vous ce sentiment? Comment, si oui? Mais écoutez,
vous n'avez pas compris que, pour moi, votre question m'entraînait sur un terrain qui échappe complètement à la lucidité d'un homme normal. Vous me demandez ce qu'un parti politique a fait. Moi, je ne le sais pas. Je ne suis pas du RDPC. Je ne suis pas un sympathisant de ce parti. Maintenant, je vous le dis encore, ne confondez pas le RDPC avec un groupuscule d'individus. Ce que je vous dis, c'est que il y a un groupuscule d'individus qui tient absolument à pousser le peuple à bout. Parce que dans ce que je vous dis, M. Dipita Tongo, ce qu'ils ont pu faire pour que la coalition n'ait pas lieu est résiduel. Moi, j'ai échangé avec Maurice Kamto. J'ai échangé avec M. Akeremouna, pour ne prendre que cela. Je doute que si nous n'avons pas pu nous entendre tous les trois, c'est le RDPC qui nous a infiltrés. Je doute. En revanche, le fait que nous ne nous soyons pas entendus n'a pas empêché que l'un d'entre nous soit victorieux dans cette élection. Si je vous dis que notre plus grosse défaillance aurait été de négliger l'impératif de sécuriser notre victoire. Donc vous confirmez votre déclaration d'après, dès la fermeture des scrutins, vous dites que l'opposition a clairement gagné. L'opposition a clairement gagné. Mais tout à l'heure, vous le disiez également que 24 heures après la fermeture d'ailleurs des bureaux de vote, il était impossible pour un candidat de poser sur la table les 20 000 procès-verbaux. Comment est-ce que vous réussissez à démontrer ou à dire, 24 heures après, qu'un candidat, en l'occurrence, Maurice Kamto a gagné, a remporté cette élection? Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Il y a pas de contradiction. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des sondages. Oui. Dans notre cas, il n'y a pas d'institut de sondage. Il y en a eu quelques-uns qui ont été créés à l'emporte-pièce quelque part aux États-Unis, sous la férule d'un ministre, et qui ont publié des choses fantaisistes, et puis tout le monde s'est rendu compte que cela ne tenait pas la route. Le meilleur sondage au Cameroun, c'est le terrain. Ce sont ces personnes que vous rencontrez. Ce sont ces personnes qui se mobilisent. Il faut aller dans l'arrière-pays. Lorsque vous avez fait le tour du Cameroun comme moi, lorsque vous avez fait le meeting que vous avez vu à Douala, à Kribi, à Garouaboulaye, à Guider, à Pitois, à Zina, je pourrais vous citer à Bertois. Mais vous dites bien que vous n'êtes pas le seul candidat à aller rencontrer les Camerounais dans la rue. Mais c'est pour ça vous que dites bien que quand Kerem Mounava à l'Est, il a la même sympathie, que quand Paul Biava à Marois, il a la même chaleur, que quand Difford Franklin se tient ici à Bonabéry, il a la même émotion. Je veux dire qu'en fonction du parti, de vos soutiens, vous avez certainement l'impression que tous ceux qui tournent autour de vous sont ceux qui vous encensent, qui vous encouragent. Ce sondage peut aussi être biaisé. J'ai envie de vous renvoyer vos propres mots. Vous dites des choses comme ça pour dire. Parce que j'ai vu certaines de vos équipes sur le terrain. Absolument. Et je présume qu'elles vous renseignent. Certainement, puisque ce qu'elles voient. Absolument. Et elles ont dû vous dire que la mobilisation qu'il y avait sur le terrain autour des candidats de l'opposition n'était pas la même autour des représentants du candidat du pouvoir. Pour le meeting de Marois, les images sont là. Vous pouvez faire la différence entre ces images-là et les images de certains candidats de l'opposition à Marois. Maintenant, la nature de la mobilisation, elle est également connue. Ils travaillent sur la précarité des Camerounais. D'un côté, vous aviez les représentants du candidat du pouvoir qui, pour faire foule, distribuaient t-shirts, bouts de pain, sardines, argent, payaient le transport, promettaient tout ce que vous voulez, juste pour la télé. Et vous avez de l'autre côté une mobilisation similaire, voire plus importante, mais spontanée, où parfois c'est ceux qui venaient qui eux-mêmes cotisaient, en tout cas c'est mon cas. Moi je me souviens, au meeting de Marois, il y a eu 5 costers de 80 places de compatriotes partis de Koussiri pour le meeting, à leurs propres frais. D'ailleurs, malheureusement, ils sont arrivés pratiquement à la fin du meeting, parce que c'est long, le trajet. Et ils m'ont dit, ils voulaient simplement me témoigner, parce que je n'avais pas pu arriver à Koussiri, malheureusement, à cause du calendrier.
Et ils m'ont dit qu'ils venaient juste me témoigner leur sympathie et leur soutien. C'est tout ce qu'ils voulaient faire. D'accord. Je ne leur ai pas donné le moindre franc. Donc je vous dis, vous ne pouvez pas mélanger les bananes avec je ne sais quoi d'autre. Non, c'est différent. Et je vous dis, ces Camerounais-là qui se sont mobilisés et qui sont allés voter ont clairement exprimé leur préférence en faveur de l'opposition. Donc vous dites clairement que vous avez notamment compris et voire soutenu la déclaration que certains ont appelée autoproclamation de Maurice Kamto comme candidat, comme président élu. Vous dites que vous le... Mais il y a une incompréhension qui s'ensuit. Votre représentant, par ailleurs, le président du parti qui vous soutient, le parti Univers, professeur Maurice Nkoumvondo, se retrouve au niveau de la Commission nationale de recensement général des votes. Il refuse de signer le procès verbal. S'ensuit que vous, pour les recours ou les requêtes qui sont portées au Conseil constitutionnel, je ne sais pas si vous êtes trompé, naïvement, d'aucuns le disent, assez justement, d'horaire de dépôt, mais simplement que le délai de dépôt, vous vous retrouvez en forclusion. Alors, évidemment, ces faits ont donné l'impression qu'une fois de plus, Cabral a essayé de se jouer des uns et des autres pour ne pas aller jusqu'au bout de la logique de la revendication. Que répondez-vous à ce qu'il pense? Le non-refus, du moins le refus de signature du procès verbal par le représentant de l'Univers, le parti qui vous porte, et cette histoire de dépôt de requête qui vous coince à la gorge, comme on pourrait dire? Non, rien ne nous coince à la gorge. En ce qui concerne la déclaration l'autoproclamation, en fait, ce sont vos termes, par un des candidats de l'opposition. Non, en tout cas, entre la sortie du professeur Nkoumvondo et la mienne, je ne vois pas trop la contradiction. Parce que moi, je n'ai rien dit à ce propos. Donc, il ne peut pas avoir de contradiction entre celui qui a dit une chose et celui qui n'a rien dit du tout. Je ne parle pas de contradiction. Vous savez, évidemment, vous le dites, et d'ailleurs, c'est un peu le fil conducteur de l'émission. Vos faits sont scrutés. Et je l'ai dit à l'entrée, beaucoup ont estimé que vous étiez peut-être le cheval de Troie de ces 8 autres candidats de l'opposition. Alors, et justement, il y en a qui estiment que le fait pour le professeur Nkoumvondo de n'avoir pas signé les procès-verbaux de la Commission nationale de recensement général des votes et le fait que vous n'ayez pas déposé vos recours à temps pour qu'ils puissent être examinés par le Conseil constitutionnel, donc pour faire valoir vos arguments que vous avez longuement évoqués sur les réseaux sociaux, entre autres, donne matière RDPC de poursuivre ce que tout le monde appelle sa manigance en vue de la victoire de Paul Biya. Ben, vous faites peut-être exprès, parce que vous devez poser des questions. Le professeur Nkoumvondo ne signe pas le procès verbal de la Commission nationale de recensement de vote parce qu'il estime qu'en le faisant, il donnerait sa caution à une forfaiture. D'ailleurs, d'autres, je les ai suivis, qui ont signé, disent qu'ils ont signé juste parce qu'ils voulaient avoir une copie. Exactement. Une copie qui leur permettrait voilà, de porter leurs arguments, qui leur permettrait à l'instance de jugement. De porter leurs arguments à l'instance de jugement. Nous avions suffisamment d'éléments à porter devant l'instance de jugement que nous n'avions pas besoin. Mais oui, parce que si vous devez porter devant l'instance de jugement un document dont le contenu, vous le savez, ne reflète pas la réalité, c'est là en réalité qu'il y a une contradiction, en fait, de mon point de vue. C'est une analyse personnelle. C'est-à-dire que le professeur Nkoumvondo estime que le document sur lequel il doit apposer sa caution est un document qui est un tissu de fausseté et d'histoire fabriquée. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, vous voyez maintenant que c'est à la télé que je regardais cela hier, le professeur Foguet, face à un des conseillers, tantôt des procès-verbaux portant sur toutes les pages des signatures, d'autres ne portant pas sur toutes. C'est exactement ce que le professeur Nkoumvondo a dénoncé. Il a dit, mais ces affaires ne sont pas authentiques, ne reflètent pas la réalité. Parce qu'en plus, nous avons des PV sortis des urnes qui sont en contradiction avec ce que vous me demandez de valider. Il a refusé.
Maintenant, nous avions suffisamment d'éléments. J'ai même mis en circulation dans les réseaux sociaux notre mémoire de défense. En tout cas, une partie du mémoire de défense. Pour que les éléments matériels qui fondaient notre démarche contentieuse soient partagés par le plus grand nombre. Nous, on n'attendait pas les faux PV, les faux documents fabriqués, qui étaient l'objet de débat au niveau de la Commission nationale de recensement. Maintenant, parfois, certains Camerounais se constituent en adorateurs de leur bourreau. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, vous ne m'avez pas laissé terminer, mais je finirai par le faire. Vous avez une situation ubuesque devant le Conseil constitutionnel. Que dit la loi, M. Dipita Tongo? Même si vous n'êtes pas juriste, c'est une question de bon sens. C'est vrai que un musicien, Papillon, pour ne pas le citer, a écrit, vous savez, il est très fort dans le jeu de mots. Le droit, il a dit, le droit n'est pas la droiture. J'ai lu ça hier, où ça m'a vraiment arraché un sourire. La loi dit, vous avez 72 heures à compter de la date de clôture du scrutin pour déposer votre recours. Je répète, c'est ce que dit la loi. 72 heures à compter de la date de clôture. Date, ça a un sens en droit. L'heure, le temps, ça a un sens en droit. Je suis juriste, par ailleurs. Et c'est une vieille disposition. Donc, il y a une jurisprudence constante. C'est une disposition qu'il y a dans les textes électoraux au Cameroun depuis 1992 tout au moins. Et sur la base de ces textes, les recours contentieux avaient toujours été reçus dans les 72 heures jusqu'à minuit. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun qu'une interprétation d'une disposition séculaire remplace date par heure. C'est la première fois. Donc, on nous a donc sorti l'histoire de la 73e heure. L'objectif de cela, sur la base des éléments matériels de notre recours, c'était de nous empêcher de plaider. C'était d'empêcher au professeur Nkoumvando, c'était d'empêcher à notre avocat. Vous n'avez pas regretté d'avoir pris le risque d'attendre la dernière minute pour déposer votre recours? Mais il n'y a pas de regret ou de risque à respecter la loi. C'est ce que je vous dis. C'est pour ça que je dis que les Camerounais sont des adorateurs de leur bourreau. C'est-à-dire qu'on est dans une situation bizarre où je lis dans les réseaux sociaux des gens qui disent « Mais vous auriez dû, vous aussi, déposer avant 18 heures. » C'est exactement les mêmes choses qu'on lit lorsqu'une fille dit qu'elle a été violée. Lorsqu'une fille accuse quelqu'un de l'avoir violée. Et vous lisez des gens qui disent « Toi aussi, tu aurais dû éviter de marcher seul. Toi aussi, tu aurais dû éviter de porter une mini-jupe. Toi aussi, tu aurais dû éviter de sortir de chez toi parce que tu es une fille. » Voilà l'analogie que je fais. Parce que comme c'est en matière constitutionnelle et que ça ne nous touche pas dans notre chair ou dans notre famille, nous pouvons nous autoriser d'écrire des choses qui valident l'imposture, qui valident la forfaiture, qui valident l'illégalité, qui valident la violation de la loi. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des Camerounais qui sont des adorateurs de leur bourreau. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que Maître Olivier Penguet vous dit que je suis dans le contentieux électoral depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois que je plaide en matière de contentieux électoral. Ce n'est pas la première fois que je dépose un recours. Je les ai souvent déposés à 20h, à 21h, à 22h et même à 23h58. Parce que c'est ce que dit la loi. Vous vous rappelez, lorsque nous devrions déposer nos candidatures, pourquoi nous les avons déposées jusqu'à minuit? Parce que c'était la date. Le jour de clôture, la date de clôture du scrutin, c'est le 7 octobre. Et ça se clôture à minuit. C'est 72 heures à minuit que le dépôt, que vous entrez dans la... Si vous dépassez minuit, que vous entrez dans la forclusion. Voilà ce que dit la loi. C'est indépassable, c'est immuable. Donc en réalité, ceux qui disent ce que vous rapportez là sont complices de l'illégalité, complices de la forfaiture. Et c'est ça qui est regrettable. Alors, le scrutin est passé, les requêtes sont déposées, le Conseil est en train d'évacuer les affaires au fur et à mesure
que le temps passe. Depuis d'ailleurs 48 heures, effectivement, nous sommes en plein dans les débats. Et ce soir, je l'ai dit également à l'entame de l'émission, le Conseil a définitivement donné sa réponse aux requêtes de Maurice Kamto. Vous l'avez suivi? Je vais dire, pour vous, quelle est la première réaction? Recours recevable évidemment sur la forme, mais totalement rejeté dans le fond. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que vous en fassiez un commentaire. J'ai suivi le Conseil constitutionnel. Monsieur Dipita Tongo, je ne sais pas pourquoi nous aimons nous faire du mal. Tout le monde, en tout cas pour nous les juristes, nous savions comment est taillé le processus électoral. Tout le monde sait, en tout cas ceux qui sont juristes, que le code électoral camerounais est en porte-à-faux avec un traité. Alors que notre constitution précise bien que les traités sont au-dessus des lois internes. La charte africaine, enfin, si vous avez lu notre mémoire de défense, nous sommes longuement revenus là-dessus. La charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance est un traité. C'est grâce au dépôt du 15e instrument de ratification par le Cameroun que ce traité est entré en vigueur au sein de l'Union africaine. Et c'est le cas depuis 2012. Cette charte est claire. Les États prennent l'engagement d'avoir des organes indépendants, chargés d'organiser les élections, chargés de gérer les élections. C'est un engagement souscrit par le Cameroun. Mais nous avons quand même, en 2012, voté une loi dans laquelle il est écrit qu'il y a l'ECAM, organe indépendant chargé d'organiser et de gérer les élections. Mais la même loi dit quand même qu'en matière électorale, il y a des commissions départementales, il y a des commissions régionales, en tout cas, des commissions régionales et une commission nationale de recensement. Et que la commission départementale, suivez bien, est présidée par le président du tribunal. Parmi ses membres, 5 de l'administration territoriale désignés par le préfet. 5 autres, je crois, de l'administration désignés, non, de la justice, désignés je ne sais par qui. Et un représentant de chaque candidat. Et je crois 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus, représentants de l'ECAM. Donc, l'ECAM qui est chargé d'organiser les élections devient lui-même membre d'une instance qui, elle, est donc chargée de gérer les élections. C'est en porte-à-faux avec un traité. Nous, attendez, nous le savions. Le Conseil constitutionnel que nous avons est constitué de membres dont les parcours de certains sont bien connus. Il y a quand même parmi eux un ancien conseiller personnel du président de la République. Il y a quand même là des personnes qui ont dit le droit en matière électorale depuis 1992, dont les inclinations sont connues. D'ailleurs, lorsqu'on est à ce niveau de responsabilité et qu'on a une épouse députée dans le parti au pouvoir, bon, évidemment, ça a été relevé par un des candidats. Vous me direz qu'il y a étanchéité quand on est sorti de la chambre conjugale et qu'on peut très bien se remettre ensemble dans la chambre conjugale, évidemment. Ça fait partie des errements de notre système. Donc, la plupart des candidats, moi-même y compris, qui allaient au contentieux constitutionnel, ils sont allés dans l'espoir que ceux qui sont chargés de dire le droit, dans des circonstances aussi délicates, aussi graves, susceptibles de plonger le Cameroun dans le chaos, allaient avoir un sursaut patriotique. Il faut toujours croire aux humains. Et c'est ça qu'il faut saluer chez tous les candidats qui sont allés au Conseil constitutionnel. Parce qu'ils gardent l'espoir que ceux qui doivent dire le droit, ceux qui doivent veiller au respect de la Constitution, ceux qui doivent veiller à la conformité des lois vis-à-vis de la Constitution, ces lois qui ne respectent pas un traité,
sur la couverture médiatique. Parce que vous avez eu un candidat qui, par la chaîne nationale, je ne parle pas de la vôtre, affecte 5 équipes de campagne à un candidat et une seule équipe à chacun des autres candidats. Ça passe vite. On pourrait relever, ceux qui ont suivi le contentieux à la télévision ont beaucoup appris du droit. Donc, lorsque nous y sommes allés, sans nous être concertés à la base, mais je me rends compte en écoutant les uns et les autres, que c'est cet esprit, Nous voyons que le peuple, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, le peuple s'est levé, le peuple s'est mobilisé, le peuple a fait son choix, démocratiquement. Et il y a un groupuscule d'individus qui a décidé de mépriser la volonté du peuple. Et on le sait tous, quand vous méprisez la volonté du peuple, vous poussez ce peuple à bout. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ceux qui nous dirigent, j'ai l'impression qu'ils veulent, ils ont des comportements de vampires. Écoutez, lorsqu'il y a eu Boko Haram, on a reproché à beaucoup de jeunes Camerounais de s'être laissés enrôler dans Boko Haram. La réalité, nous la connaissons. Beaucoup de jeunes Camerounais s'y sont enrôlés, je dis beaucoup, pas tous, à cause de la pauvreté, à cause du désarroi de la vie. Ils ont été pourchassés comme des terroristes, comme des rats. J'ai même envie de dire à juste titre. Crise anglophone. Des jeunes Camerounais se sont laissés embarquer dans ce qu'on appelle aujourd'hui Amba Boys ou Ambazonian, ou je suivais l'ex-bâtonnier aujourd'hui, avocat de Joshua aussi, le rappeler. Excédés, certainement, par un certain nombre de choses, ils ont pris des armes. Ils sont aujourd'hui pourchassés, on a envie de dire à juste titre, comme des rats, comme des terroristes. Une autre catégorie de jeunes décide de s'exprimer démocratiquement. Ils vont s'inscrire sur des listes électorales. Aux uns, on refuse de donner des cartes d'électeurs. À d'autres, on donne des cartes d'électeurs. On leur refuse le droit de vote. Certains bravent même tout cela, votent, expriment leur choix vis-à-vis d'un des candidats de l'opposition. On décide de leur voler leur victoire. Qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est la révolte. Tous les ingrédients de la révolte sont en réalité rassemblés par ceux qui donnent l'impression qu'ils sont du côté de la paix et de la stabilité. Je tiens à rappeler que la rue est prévue par la loi. Parce que j'ai entendu tout et n'importe quoi à ce propos. C'est prévu par la loi. C'est-à-dire que les Camerounais ont tout à fait le droit de manifester dans la rue. C'est prévu par la loi de 90. J'espère que vous le savez. Mais et je ne comprends pas pourquoi chaque fois a également le devoir d'apprécier la menace à l'ordre public qui peut transparaître d'une volonté de manifestation. Mais si ce que vous dites était donc partagé par tous, l'évocation de la manifestation publique ne devait pas donner lieu à toutes ces réactions des chefs traditionnels, de ceci, de cela, de tout ce qu'on veut, des gens appelant à la paix, non. Le peuple a tout à fait le droit dans un État démocratique de manifester conformément à la loi. Il appartient effectivement, puisque le régime de la manifestation est celui de l'autorisation, il appartient aux autorités administratives d'apprécier ou pas la dangerosité d'une manifestation. Mais on ne peut pas tout de go. Chaque fois qu'on a évoqué la manifestation, et moi je le dis donc, les Camerounais ont le droit d'exprimer, de manifester. Ils ont le droit d'exercer le droit de manifester dans la rue. Personne ne peut enlever ça. Si ça figure aujourd'hui dans la loi de 90, c'est parce que des gens se sont battus pour que cela soit inscrit dans cette loi. Et on ne peut pas insulter ces personnes qui se sont battues pour ces avancées, en donnant l'impression que lorsque nous, aujourd'hui, nous évoquons cela. Je rappelle que au Cameroun, mais j'ai souvent vu des associations manifester pour le parti au pouvoir, en faveur du candidat sortant. Pourquoi ceux qui ne partagent pas ce qu'il fait, pourquoi les autres n'auraient pas le droit de manifester pacifiquement contre lui? Pourquoi les Camerounais n'auraient pas le droit de manifester pacifiquement pour exprimer leur désarroi, pour exprimer leur ras-le-bol, pour exprimer leur indignation? Ils en ont le droit. C'est contre cela que je m'offusque.
Alors, et c'est pour cela que je dis que chaque fois que vous prêtez le flanc à cela, vous devenez les adorateurs de votre bourreau. Parce que lorsqu'on vous dit, mais non, vous n'avez pas le droit d'exercer votre droit, et que vous dites, oui, c'est vrai, on n'a pas le droit, vous devenez complice de votre malheur. C'est cela que je n'accepte pas. J'ai eu envie de vous dire que vous rejoignez un peu Valsero et sa zombification du peuple, mais si ce n'est pas là, c'était juste une virgule. Alors, Cabral, puisque vous estimez que Maurice Kamto a gagné cette élection, vous aurez quel rang, quel pourcentage? Paul Biya aurait quel rang, quel pourcentage? Joshua aussi, vous qui avez peut-être des résultats déjà. Mais je finirai par vous soupçonner de quelque chose, hein, non, M. Dipita Tongo. C'est la deuxième ou la troisième fois que vous essayez de me prêter des propos. Vous dites tout le temps qu'un candidat de l'opposition a remporté. Un candidat de l'opposition a remporté. Et vos déclarations... Ça peut être moi, ça peut être celui que vous citez, ça peut être Joshua aussi, ça peut être un autre. Parce que moi, je vous le dis, les pourcentages qui ont été publiés par la commission de recensement, et je salue encore le courage du professeur Nkumvondo de n'avoir pas validé cette insultante forfaiture, ce sont de faux résultats. Ça ne reflète pas la réalité. Le vainqueur de l'élection du 7 octobre 2018 est un candidat de l'opposition. Mais j'ai l'honnêteté de vous dire que je ne peux pas vous dire lequel. C'est d'autant plus frustrant, M. Dipita Tongo, que lorsqu'on va à une élection, comme ça a été le cas de celle du 7 octobre 2018, ce qu'on veut en bout de compte, c'est au moins connaître son réel poids politique. Vous savez, j'ai échangé avec certains candidats. Ils n'ont même pas de problème à être derniers. Mais ils vous disent qu'ils veulent juste savoir pour pouvoir se remettre en cause et se projeter s'ils ont eu 5% ou 10% réellement. Mais vous êtes dans une configuration où les gens se sont assis quelque part et ont décidé d'affecter tel pourcentage à un tel pourcentage à un tel autre. Ils narguent le peuple. Ils veulent pousser le peuple à bout. Et moi, je leur dis qu'ils vont récolter ce qu'ils sont en train de s'aimer. C'est pour ça que je vous dis que 2018 n'a pas livré tous ses secrets. Je ne prétends pas être au cœur de ci ou de ça. Mais moi, je vous dis, le ressenti que j'ai de ces Camerounais qui se sont mobilisés, ils sont bien nombreux. Ceux qui n'ont pas l'intention de se laisser faire. Que peut-il encore arriver en 2018? Attendez, vous verrez. Vous n'avez pas prévu tout ce que vous avez vu là. Ah ben, je vois beaucoup qui sont surpris par ce qu'ils voient. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Vous savez, il y a une chanson, je ne sais plus de quelle religion, qui dit « Vous n'allez pas planter le macabo pour espérer récolter des arachides. » Ceux qui sont en train de pousser le peuple camerounais à bout, qui ont un comportement de vampire. Et je voudrais interpeller le président sortant, le président Biya. Je lui pose une seule question. Non, la question est celle-ci. Monsieur Paul Biya, qu'est-ce que la jeunesse camerounaise vous a fait pour que vous l'offensiez autant? Ils sont ceux qui sont sans emploi. Ils sont dans le sous-emploi. Ils sont dans le désarroi. Ils sont sans perspective. Ça fait 36 ans que ça dure. Ils sont dans l'asphyxie, dans l'étouffement. Vous les tuez comme des rats parce qu'ils sont dans Boko Haram. Vous les tuez comme des rats parce qu'ils sont ambazoniens. Ils décident de s'exprimer démocratiquement. À 85 ans, vous décidez de les ridiculiser, de les pousser à bout. Je me dis souvent, le jour où je rencontrerai le président Biya, je lui poserai cette question. Qu'est-ce que nous vous avons fait pour que nous méritions cela de vous? Ce pays vous a tout donné. Vous avez profité de tout. Vous y êtes par la grâce divine depuis tout ce temps-là. Pourquoi voulez-vous absolument boire le sang de ceux qui ont l'âge de vos enfants avant de vous en aller? C'est cette question que j'ai envie de lui poser. Vous savez, ça va peut-être au-delà de la politique, de tout ce que vous voulez. Une élection s'est passée. On me promet tout. On me rappelle que je suis en chômage, je n'ai rien, je n'espère rien. D'accord, ça ne se joue pas autour de ma personne. On vous a tout promis? Oui, j'entends ça, je lis ça, il y en a qui m'appellent et me le rappellent. Vous savez, c'est comme ça le Cameroun. Parce que vous avez osé, comme il l'a lui-même dit, parce que vous avez osé. On estime qu'à mon âge, avoir osé vouloir remplacer celui qui a 85 ans, c'est un crime et que cela va être puni. Ça permet d'embrayer peut-être la dernière ligne droite. C'est ça malheureusement au Cameroun.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on considère que vouloir manifester, c'est un crime qui doit être puni par une balle de Kalachnikov. La présidentielle Je dis ceci. est passée. J'interpelle le président sortant. On est dans le contentieux. Et il est encore temps. C'est pour cela que je vous le dis. Les résultats ne sont pas encore proclamés. Ce qui s'est passé ou qui est en train de se passer au Conseil constitutionnel se passe. C'est en train de se passer. Visiblement, ceux qu'il a désignés et qui sont ses congénères et qui siègent dans cette instance n'ont pas voulu jouer le rôle de sauvetage de notre pays. Il lui appartient, lui. Ces résultats ne sont pas encore publiés. Et ces gens sont à ses ordres. Et c'est un appel que je lui lance. Ce sursaut patriotique, ce sursaut de reconnaissance vis-à-vis de la patrie, de ce pays qui lui a tout donné, qu'il pense à ces jeunes de son propre parti, le RDPC, qui veulent passer à autre chose, qui ne demandent qu'à espérer, qui ne demandent qu'à travailler et à hisser ce Cameroun au niveau de leurs rêves. C'est tout ce qu'ils lui demandent. Sauf si nous sommes déjà dans les campagnes municipales, régionales et... Avant d'en arriver là, justement, parce que moi je vais vous dire, M. Dipita Tongo, et je le dis avec fermeté, avec emphase, ce qui s'est passé en 2018, là, le mois d'octobre, on y est encore, le 7 octobre, ne se passera plus jamais. Comment ça? Je vous le dis. En tout cas, prenez-le, notez-le. Ça ne se passera plus jamais. Les gens ne s'exprimeront pas, le peuple ne va pas se mobiliser pour la prochaine élection. C'est la forfaiture de trop. J'espère que vous me suivez. Parfaitement. Ils ont pris les armes au nord. Ils sont tués comme des rats. Ils ont pris des armes dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ils sont tués comme des rats. Les autres ont pris leur carte d'électeur. On les ridiculise comme des rats. Donc on leur demande eux aussi finalement de rejoindre les autres qui ont pris des armes. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent vampiriser tout le Cameroun. Ils passent pour des bien-pensants, pour des gens qui aiment la paix, pour des gens qui aiment la stabilité. Vous ne pouvez pas aimer la stabilité et rentrer dans un bureau de vote, sortir le représentant du parti Univers. Ça s'est fait dans le Nyon-Isso. Le jeter Manu Militari dans un véhicule. Allez le laisser pour lynchage à 10 km. Cabral. Attendez. Vous allez dans un village, Nyon-Isso, parce qu'une jeune dame, infirmière, a accepté d'être représentant du parti Univers. Vous la jetez hors du bureau de vote. Vous saisissez le chef traditionnel. Elle est bannie du village. Mais ce n'est pas le contentieux, c'est la vie de tous les jours. Oui, parce que cette dame, elle est en train de regarder. On l'a chassée du village. On a cassé sa chambre. On a jeté ses choses dehors. Actuellement, dans le village où elle s'est réfugiée, elle ne peut même pas aller à la borne fontaine. Je pourrais vous prendre comme ça des exemples multiples. Et vous voulez que cette jeune dame, qu'elle aille où, qu'elle vive où, qu'elle fasse quoi. Et lorsqu'elle va se révolter, on dira qu'elle n'aime pas la paix. Cabral. Je vous le dis, 2018 n'a pas encore livré tous ses secrets. Cabral, nous sommes à moins de 10 minutes de la fin de l'émission. Alors, l'année prochaine, on s'attend éventuellement au régional, probablement d'ici février, pour ceux qui lisent dans le calendrier. Mais il y a surtout, et ça a été décalé, ça devait avoir lieu cette année, les législatives et les municipales. Comment Cabral se projette dans l'avenir politique? J'ai failli dire l'avenir proche d'ailleurs. Mais la projection est dans ce que vous dites. Nous sommes dans un pays, en fait, les jours passent, les années se suivent, et le calendrier constitutionnel se déroule. Nous allons vers les législatives et les municipales pour 2019. Il y avait eu un autre président élu selon la commission de recensement. Parce que moi, je le dis encore, je reste convaincu que le président sortant saura prendre ses responsabilités patriotiques avant la proclamation des résultats. Mais il y aurait eu à ce jour un autre président élu que les législatives et les municipales se seraient toujours déroulées, tel que prévu par la loi, tel que prévu par la Constitution. Donc il y a longtemps que nous nous préparons à cela. Je rappelle que toutes ces élections auraient dû avoir lieu en 2018. Et nous, lorsque 11 millions de citoyens a signé le 11 décembre 2017 sa convention de partenariat avec le parti Univers, c'était pour la préparation de la présidentielle et des élections locales. Donc nous sommes dans la préparation des élections locales depuis longtemps. Il y a eu l'étape de la présidentielle, elle va être vidée, épuisée ou achevée avec la proclamation des résultats et avec tous les secrets que cela va livrer.
je vous dis de rester vigilant et à l'écoute. Et puis, il y a les législatives et les municipales qui vont s'en suivre. Si vous n'êtes pas élu président de la République à l'issue du scrutin du 7 octobre, vous serez candidat pour être député ou maire? Mais je vous dis encore, M. Dipita Tongo. C'est pour ça que ma question était précise. Cabral Libby sera-t-il candidat pour la députation? Ça, je l'avais dit depuis longtemps. D'accord. Ça n'attend pas le 7 octobre. Je l'avais dit déjà, et cette interview existe dans les journaux. Je l'avais dit, si le peuple ne me choisit pas en 2018, j'irai à nouveau à la conquête des suffrages de ce peuple en 2019. J'irai ensuite à la conquête des suffrages de ce peuple en 2025 et même probablement en 2032. Donc, moi, je m'inscris là-dessus. Vous savez, l'élection, c'est comme ça, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui choisit, M. Dipita Tongo. Le peuple ne vous choisit pas. Mais au point où nous en sommes, je vous dis que pour le 7 octobre 2018, je suis incapable de vous dire qui a gagné. Même pas le président sortant ne peut vous dire exactement quel suffrage il a, quel est le pourcentage qu'il a. Tellement ses agents ont participé à un bourrage et à un brouillage qu'on ne sait plus où on en est. C'est pour ça que la solution, c'est de recommencer tout cela. C'est ça la véritable solution. C'est de recommencer tout ceci. Ou alors, peut-être qu'ils ont les vrais résultats entre eux là-bas, qu'ils les proclament véritablement. Et qu'ils nous donnent la possibilité, nous autres, de nous déterminer, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, de savoir donc où est-ce que le peuple m'a situé pour que je puisse me déterminer pour la suite. Autrement, mais globalement, si les vrais résultats sont publiés et que les vrais résultats ne me donnent pas la victoire, je vais évidemment aux élections législatives et municipales. Si je suis gagnant, le parti Univers, avec 11 millions de citoyens, iront aux élections législatives et municipales. Et ça se prépare déjà. Donc ce n'est pas suspendu sur ma personne. Et si jamais, comme vous le dites, les vrais résultats, ce que vous appelez les vrais résultats, ne sont pas proclamés tels quels, que feriez-vous? C'est au peuple d'en décider. C'est tout. Si vous voulez la victoire du peuple, le peuple décide. Cabral Libby, merci. Merci à vous. Bonne soirée, et bonne continuation, bon retour dans vos batailles. Évidemment qu'on va rester très proche de votre actualité. Bonne émission à vous. Mesdames, Messieurs, merci. On était avec Cabral Libby, candidat à la présidentielle d'octobre dernier, dont les résultats seront connus juste à l'issue du déroulé du contentieux post-électoral qui est en train de se faire en ce moment même au niveau du palais des congrès de Yaoundé dans le cadre du Conseil constitutionnel. Merci d'être resté pour regarder Cabral Libby. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition du Entretien avec.